J'aimerais qu'on parle un petit peu d'un thème qui nous touche maintenant que cette période de mercato, de journée des transferts. J'aimerais qu'on parle un peu de la psychologie des transferts. Parce que c'est assez spécial et il y a une espèce je pense, de cliché un petit peu sur ce que c'est et sur comment ça marche. Parce qu'on a l'impression que est basé sur l'argent. C'est pas tout à fait ça, quoi, parce que c'est très simplifié, quoi. Euh, Pourquoi un joueur choisit tel ou tel club? Pourquoi il viendrait et on va en discuter. Pourquoi quels sont les atouts de Marseille et qu'est-ce qui pourrait justement être un inconvénient et quel type de joueur on peut attirer ou pas. Voilà. Alors, d'abord, les motivations, il y a des bonnes et des mauvaises, hein. Mais elles sont toutes valables. Et tout le monde, par exemple, chacun juge selon ses âmes et consciences, et parfois les gens choisissent pour des mauvaises raisons. Ça, c'est un gros problème. Ça dépend aussi des conseillers, des gens qui leur conseillent leur choix. C'est parfois dangereux. Alors, parmi les bonnes motivations, déjà, tu as des joueurs qui veulent partir de leur club. Parce que ça se passe mal pour eux, par exemple. Soit ils ont des mauvaises relations avec l'entraîneur, soit ça se passe mal le jeu de l'équipe leur plaise pas, soit il y a de la concurrence trop forte pour eux, soit l'équipe elle a des mauvais résultats où elle est à un niveau très bas. Bon. Et alors ils cherchent à aller un petit peu mieux, une autre situation un peu meilleure. Bon. Il y a la motivation de chercher un nouveau défi dans sa vie sportive, parce que les sportifs, ils peuvent s'ennuyer au bout d'un moment. S'ils sont toujours à un même endroit et qu'il y a une sorte de routine, ils ont besoin de voir autre chose. C'est rare de passer plus de 4-5 ans dans un même club, mais il y en a qui, par exemple, au bout d'un moment, ils ont envie de voir autre chose. Il y avait Ronaldo, là, qui, pendant, je ne sais plus combien, 8 ou 10 ans, j'ai l'impression, il était au Real, il aurait pu rester, mais il avait envie de voir ailleurs, il avait envie d'essayer de l'Italie, parce que ça lui plaisait, quoi. Donc ça, c'est voir autre chose. Il y avait Mandanda, notre cher gardien de but, qui, à un moment donné, il a passé toute sa carrière à Marseille, il avait envie d'aller en Angleterre. Bon, malheureusement, il a pu seulement aller à Crystal Palace, quoi, ce qui était malheureusement dommage pour lui. Mais il avait besoin de ça, il avait besoin de voir autre chose que Marseille. Il faut comprendre, quoi. Il y a besoin de... Quand il a été toute sa carrière là-bas, chez nous, donc il a envie de voir autre chose, et c'est normal. Ce qui est important, c'est essayer de poursuivre une progression sportive. Si tu stagnes ou si au contraire tu sens que ton club il te permet pas d'aller plus loin, si tu es un bon joueur et que tu veux aller très bon mais que tu as une équipe autour de toi qui est très moyenne ou qui ne pourra pas te permettre soit de jouer la Coupe d'Europe, soit de jouer dans le haut de tableau, tu risques d'être coincé. Et donc, bien entendu, tu vas chercher un club qui est un peu plus ambitieux, qui a plus de moyens, ou alors un championnat différent. Et donc là, ça c'est une bonne motivation, c'est la progression. Ce qui est dangereux par contre, c'est la progression trop rapide, c'est-à-dire vouloir aller dans un club qui est très fort, mais dont tu n'as pas encore le niveau pour y aller, quoi. Je veux dire, recruter quelqu'un, on peut recruter n'importe qui, mais est-ce que ces mecs vont avoir ça je parle de l'OM, on vient de signer Pape Gueye. Je le connais pas, moi je connais pas du tout. Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il est au niveau? Est-ce qu'il va être une bonne recrue? Moi j'en sais rien, je juge pas, j'espère que oui. Mais là c'est par exemple, si j'ai bien compris, il vient de la Ligue 2. On va voir donc ce que ça donne, quoi. Espérons. Il y a la motivation de voir une exposition médiatique meilleure. C'est-à-dire que tu as des clubs qui sont très bien, mais qui sont discrets, quoi. Je veux dire, Nantes, c'est un club bien, enfin, une bonne culture, mais c'est pas extrêmement...
on suit pas Nantes au fin fond du Sénégal, quoi. Je pense qu'on suit l'OM, le Real, mais pas Nantes, quoi. Donc, c'est pour faire augmenter ta valeur un petit peu, ta notoriété et ton exposition médiatique. Bien sûr, il y a des clubs qui passent plus à la télé à Canal+ que d'autres. L'OM, PSG, Lyon, ils passent plus que Toulouse, par exemple. Donc, il y a besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de ça, notamment pour se faire remarquer par d'autres clubs, des grands clubs, ou pour se faire repérer par sa sélection. C'est important. Et aussi un peu par la gloriole personnelle. Il y en a qui aiment bien ça. Et aussi pour les sponsors. Il y en a qui sont des joueurs qui veulent des sponsors. Et tu le fais pas quand tu es, je sais pas, à 3. Il y avait Sedan il y a quelques années, mais voilà. Et ce qui est important aussi, bien entendu, ce qui devrait être une des priorités, c'est avoir du temps de jeu. Parce que les effectifs sont ce qu'ils sont. Il y a des clubs qui disputent beaucoup de compétitions, et puis d'autres qui en ont peu. Et quel est le temps de jeu tu vas avoir pour te développer, pour t'exprimer? Effectivement, si tu viens pour être remplaçant dans un grand club, ça peut être un objectif, hein, ça peut être bien si tu es un jeune ou alors tu es un mec déjà expérimenté, mais tu vas pas te développer davantage, mais tu peux aider un club dans certains moments. Ça, c'est pas mal. Il y a une question qui est le cadre de vie. C'est-à-dire, ça dépend un petit peu comment dire, l'âge du joueur, parce que quand tu es tout jeune, tu as plutôt bien entendu envie d'une ville où ça bouge, où tu peux rencontrer des gens, rencontrer des filles, t'amuser, quoi. Il y a des joueurs sud-américains qui préfèrent l'Espagne, l'Italie, le Sud que l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple. Ils s'y plaisent pas parce qu'il fait plus froid, c'est une autre mentalité, c'est une autre... Donc, effectivement, ils préfèrent des choses comme Marseille ou comme le sud de la France que Lille ou... voilà, quoi, ou l'Angleterre. C'est important, mais ça devient plus important pour un certain âge de la vie. C'est-à-dire que quand tu as une famille, le rôle de la femme ou des enfants, ça joue aussi. Je veux dire, il faut les mettre dans des écoles correctes. S'ils ne parlent pas la langue du pays, ça peut être un problème. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Et ils en tiennent compte. Hein. Bon, nous, pour les supporters, on ne sait pas, mais pour les joueurs, c'est important. Et puis, alors, il y a une motivation importante, c'est de voir jouer dans Bon, alors, il y a le prestige du maillot. C'est-à-dire que tu as des clubs qui font rêver. Bon, Marseille, on a de la chance qu'on fait assez rêver. Bon, on ne fait pas autant rêver que Barcelone, ou Manchester, ou le Bayern, ou la Juve, mais on a quand même un potentiel. En France et dans toute une partie du monde, on a un pouvoir d'attraction, on a une célébrité. Bon, et c'est pareil pour chaque club. Mais il y a par exemple aussi, comme autre motivation, c'est de jouer avec des partenaires intéressants. C'est bien entendu intéressant de venir jouer dans un club où tu as des mecs de très haut talent, de très haut niveau. C'est important. Ça permet un petit peu de progresser et un petit peu de s'améliorer au contact de ces mecs-là et puis de jouer avec eux, créer des relations, des partenariats. Je veux dire, c'est des choses qui sont importantes pour les joueurs. On n'en parle pas assez peut-être de ces relations-là chez les supporters, mais ça joue un rôle, quoi. Bien entendu, il y a le prestige de l'entraîneur. Si tu vas jouer pour Guardiola, si tu vas jouer pour Zidane, si tu vas jouer pour Mourinho, c'est intéressant et beaucoup de joueurs, ça fait une grosse partie de la décision. Et puis, je parlais des entraîneurs, mais il y a aussi le système, c'est-à-dire que ils ont envie de jouer dans un système qui les intéresse, qui va s'adapter à leur qualité, qui va leur permettre de briller. C'est-à-dire, si tu es un joueur très défensif et tu as besoin, tu préfères soit l'Italie ou le catenaccio ou le jeu plutôt physique en Angleterre,
Soit tu es plus technique et tu préfères l'Espagne ou l'Allemagne ou les trucs très stratégiques et physiques, genre l'Italie et France, c'est important, ça joue un rôle. Si tu as une équipe offensive qui cherche à mettre des tas de buts ou qui cherche à dominer, ou alors plutôt qui jouait un jeu fermé et dur, un peu comme le Toulousain à une époque de Casanova, c'est un cadenas insupportable. Mais ça peut intéresser les gens, ça peut ça peut intéresser certaines personnes. Ça joue des rôles importants. Et alors, quelles sont un petit peu les mauvaises motivations? Les mauvaises motivations, c'est notamment l'argent. Comme je disais, le salaire, si tu fais tes choix en fonction des salaires, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si tu ignores le reste, le succès donne l'argent. C'est-à-dire, il faut se dire que tu dois mériter l'argent que tu gagnes. C'est-à-dire que tes succès, ce que tu montres sur le terrain, ce que tu produis, doit apporter l'argent. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu gagnes beaucoup, mais beaucoup plus par rapport à ce que tu vaux vraiment, ça va être plutôt ça joue contre toi. Et puis si tu n'es pas à la hauteur, les gens vont le savoir. Ils vont te le rappeler, ils vont combien tu touches. Là on est actuellement Strootman. Dans le passé, c'était un bon joueur. Maintenant, il n'est pas à la hauteur pour l'instant. Il est payé très cher. S'il était payé 6 fois moins cher, il n'y aura pas ces critiques-là sur lui. C'est ça. La question de la gloire rapide. Alors, tu as des joueurs qui cherchent à aller très vite, qui veulent aller le ballon d'or, qui veulent gagner des titres, il y en a qui ne veulent pas gagner des titres, il y en a qui veulent être dans les grands clubs. Et qui s'intéressent plus à la gloire en eux-mêmes qu'à la victoire sportive. Et ça, c'est un peu l'ego, mais ça arrive aussi, malheureusement. Le statut de star, il y en a qui veulent être la star de l'équipe. Je veux dire, quand tu es la star Marseille, effectivement, tu as 60 000 spectateurs, tu es l'idole du Vélodrome. Mais après, si tu vas à Manchester ou si tu vas à Barcelone et tu te rends compte, non, tu n'es pas la star. Tu es seulement le mec qui va aider Messi et qui va porter les valises. Et ça, c'est dangereux, quoi. Si tu vas au statut de star, effectivement, tu peux être une star à Lille. Et si tu veux le statut de star, il faut comprendre où est-ce que tu peux l'avoir, où est-ce que tu as le niveau de l'avoir. Je veux dire, tu peux être le star de ton équipe de division de district, je sais pas, mais tu ne seras pas une star à l'OM, quoi. C'est différent, voilà. Le prestige du maillot, je veux dire, il y en a qui aiment effectivement, je me souviens peut-être de Julien Faubert. Il avait fait une bonne saison à Bordeaux et puis il est passé après directement au Real Madrid. Puis il a été appelé en équipe de France une fois. Depuis, qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. Bon, disparu, voilà. Il n'aurait jamais dû aller là-bas, quoi. Il n'aurait jamais dû aller. Il aurait dû continuer en Ligue 1, jouer un peu mieux, et peut-être qu'il aurait une carrière intéressante, mais il a disparu à cause de ça. Alors, qu'est-ce que un président peut proposer à un joueur? Alors là, je vais faire un petit aparté et je vais vous raconter un petit peu pourquoi je vous parle de ça, parce que je suis dans une profession qui est très proche de l'entraîneur et du manager. Je suis directeur artistique, je suis metteur en scène de théâtre et j'ai dirigé pendant 3 ans un théâtre à l'étranger, pas en France. Et ma fonction, c'était justement de monter des spectacles, mais aussi de gérer une troupe d'acteurs d'une 20-30 de personnes et gérer toute l'équipe autour. Donc, et c'est assez proche en fait du football parce qu'effectivement on doit faire des performances, on a une équipe, c'est un truc collectif et ma fonction était assez proche. Et j'avais des manques dans ma troupe. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui était un petit peu comme un club un petit peu en déconfiture, je veux dire, c'est peut-être comme Reims, qui était un grand club à l'époque, mais qui était plus maintenant, qui est beaucoup moins prestigieux.
On avait assez peu de moyens, on avait on a des jeunes acteurs avec un niveau plus ou moins moyen, plus des vieux acteurs, et j'avais besoin de recruter des jeunes acteurs. Il manquait 4-5 personnes pour que l'effectif soit intéressant et qu'on puisse faire des spectacles intéressants. Et donc j'ai dû aller, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans les académies dans d'autres villes, comme je serais allé dans un centre de formation, et je suis allé voir des jeunes acteurs et je suis allé leur dire, voilà, viens nous voir, il y aura du travail pour toi, ça m'intéresse que tu veux. Et je devais choisir, bon, celui qui a du talent, celui-là, il ressemble à un autre acteur qu'on a, donc ils vont faire doublon, donc je le prends pas. Et puis, alors moi j'ai discuté en tête à tête avec chacun d'eux avec qui je proposais des contrats, j'ai dit, bon voilà, j'ai le salaire, c'est ça. Ça peut augmenter, mais ça sera un peu ça. Notre ville, bon, voilà, malheureusement, la ville en question n'est pas une ville extrêmement, je sais pas, c'est peut-être genre mauvais, c'est pas forcément un truc très excitant, donc ça joue pas forcément un bon truc pour les acteurs. Le truc, je leur dis, vous aurez beaucoup de boulot. C'est-à-dire que je leur proposais un projet où ils auraient du travail, ils auraient de la pratique. Et il manquerait. Enfin, ils ne resteraient pas, par exemple, comme dans certains très grands théâtres des capitales, à attendre des rôles. C'est-à-dire que là, ils avaient de quoi bosser rapidement et se développer. Et je leur ai dit, voilà, on a tel projet de spectacle, tel projet de metteur en scène qui va venir. Donc je leur ai dit, voilà, on a des projets intéressants sur 3-4 ans. Et alors, bon, qu'est-ce qu'ils m'ont dit les uns les autres? Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont dit, écoutez, vous me paraissez intéressant, j'aimerais bien travailler avec vous. Le problème, c'est effectivement, quelqu'un m'a dit, bon, il n'y a pas d'argent, enfin, c'est pas assez par rapport à ce que d'autres me proposent. Il y en a qui m'a dit, ben écoutez, votre projet il semble très intéressant, mais par contre, je ne suis pas sûr que votre direction vous permette de faire tout ça. Vous voyez? C'est par exemple quand l'entraîneur, pour en revenir, quand un entraîneur il dit à un joueur, écoutez, moi je veux faire ça, oui, mais est-ce que ta direction et ton actionnaire il va te payer les joueurs que tu veux prendre autour de moi? Et par exemple, il disait, je ne sais pas si vous serez là dans un an. Là, c'est la question qui se pose avec Villas-Boas, qui a un an de contrat. Les gens qui viennent pour lui, il y aura qui après? Pourquoi ils vont venir à l'OM pour Villas-Boas si dans un an il ne sera plus là? Et qui viendra après? Peut-être que dans un an, le joueur il sera plus désiré par le nouvel entraîneur. Et ça, c'est dangereux. Et ça dit la même chose aussi. Il y en avait une autre personne qui disait, mais qui avait peur de venir dans le théâtre parce qu'elle avait entendu que notre théâtre avait une réputation un peu toxique. Ça se passait mal et que les gens ils recevaient très mal les jeunes acteurs. Et elle a eu peur, elle a dit non, bon, écoutez, je vais voir dans un autre endroit, bon, voilà. Et effectivement, il y a une fille que j'ai recrutée, une actrice, et le problème, elle travaille bien, et elle était motivée, et elle a eu plein de rôles, en 1 an et demi, elle a eu 6 ou 8 spectacles. Mais par contre, il y a des filles du théâtre qui lui ont fait la misère, c'est-à-dire qu'elles voyaient de la concurrence, et elles ont lancé des rumeurs, enfin, elles l'ont accusé, enfin, toutes sortes de saloperies. Et c'est pareil dans les vestiaires sportifs, hein. Je veux dire, c'est pas mieux. Tu regardes là maintenant ce qui se passe entre Griezmann et à Barcelone, quand il est pris en grippe et on croyait qu'il pensait qu'il serait, malgré que c'est une superstar, c'est un champion du monde, candidat Ballon d'Or, champion d'Espagne, enfin champion d'Espagne, champion Coupe de l'UEFA et plus encore. Mais il n'est pas, accepté par le vestiaire du Barça. Et ça, c'est grave. C'est pareil, il y a le fameux cas, je veux dire, Fiorez ou le cas Sana, c'est deux Parisiens qui sont venus à l'OM. Fiorez a été complètement détesté. Il y a eu même Fred Déhu qui est venu chez nous et qui s'est fait bien, qui a été accepté. Et puis Ulrich Sana, qui par exemple avait été adoré pendant les 4 ans où il était là. Et ça, on peut pas le prévoir, quoi. On peut pas le prévoir. Mais ça joue un rôle. Comment le vestiaire va te recevoir.
Alors, bon, on va parler un petit peu qu'est-ce que le président il peut jouer comme carte pour influencer sur le joueur. Alors, le plus important, par exemple, c'est, enfin, l'un des trucs qu'on parle de tous, c'est le salaire et puis les primes qui vont avec, prime à la signature, la durée du contrat. La durée du contrat, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même important parce que quand les joueurs ils viennent dans un club, ils ont aussi des crédits, je veux dire, ils ont aussi des investissements, et il y a besoin de stabilité financière. Il n'y a pas de joueur qui a envie de dire bon écoutez je vais prendre juste un an de contrat, puis après bon si ça va pas moi je m'en vais. Ça réglerait pas mal de trucs en fait si c'était comme ça, mais les joueurs veulent pas et les clubs veulent pas. Les clubs ils veulent investir sur long terme, sur 3-4 ans, parce qu'ils veulent les revendre après. Moi je sais pas, je serais joueur, je refuserais les contrats longs, je prendrais 1 ou 2 ans. Et puis si ça va pas, moi je me barre ailleurs. Et je serais pas en otage des volontés de mon entraîneur, du club, de l'envie du club de me vendre, et je serais libre d'aller partout. Mais les joueurs ne le veulent pas, je sais pas pourquoi, mais c'est assez... c'est pas très raisonnable en fait, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais je pense qu'il y a un besoin de stabilité financière. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que bon, pendant 4 ans, je vais voir tous les mois, je sais pas, 200 millions, 200 000 euros qui vont tomber, ou 1 million sur les gens, quoi. Bref. Une question importante, c'est la position du joueur. C'est-à-dire que chaque joueur a sa position préférée. Et si tu es attaquant de pointe et puis qu'on te met sur les ailes ou à gauche ou à droite dans un truc qui ne te convient pas, c'est un problème. Et donc ça peut être un truc pour attirer par exemple le joueur, si dans ton club tu n'es pas à l'endroit où tu joues, et ben voilà. Et quel est le projet comment on va te faire jouer? Ça c'est un truc important pour le joueur. C'est un des trucs est-ce que je viens là pour faire la défense à la Mourinho pendant 90 minutes ou le pressing, ou alors si je suis attaquant ou alors si je suis attaquant et je reçois tous les ballons et c'est moi qui est chargé de mettre tous les buts, ou si je dois être le truc d'une attaque à 3-4 attaquants qui se relaient, c'est pas la même chose. Donc le projet de jeu, où est-ce que je dois distribuer les passes, est-ce que je dois être meneur de jeu ou est-ce que je dois être ailier, et ça influence beaucoup et c'est important. Je pense que c'est un des trucs, les 2-3 trucs les plus importants qu'un joueur doit penser. Malheureusement je pense que il peut y avoir toujours des cas, des mensonges au moment de la signature, c'est-à-dire des promesses, on dit ouais tu vas avoir ce truc là, et puis après l'entraîneur dit non, toi, Bounassar, tu vas pas aller là, tu vas aller derrière. Bounassar, je sais pas comment il a accepté, mais c'est du succès. Mais il y en a d'autres, ça passe pas comme ça. Bon. Ce qui est important aussi, c'est l'intérêt de l'entraîneur. Alors, si c'est un entraîneur vraiment costaud, célèbre, comme Zidane, Guardiola ou etc. qui te veut, effectivement c'est flatteur et ça peut être intéressant parce que tu sens que tu peux peut-être apprendre et tu peux progresser. Je veux dire, les joueurs ont besoin de maîtres qui leur font progresser. La plupart d'entre eux sont des gens qui ont envie de devenir meilleurs. C'est rare qu'il y en a qui sont feignants et qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, ça arrive aussi. Mais il y en a qui veulent progresser. Et puis la personnalité de l'entraîneur. C'est-à-dire que tu as des entraîneurs qui peuvent être des bons tacticiens, mais qui peuvent être humainement difficiles. Dans notre métier, c'est pareil. Il y a des metteurs en scène qui sont des génies, mais qui sont des tyrans ou des mecs imbuvables, quoi. Donc, ça joue aussi. Il y a des gens comme Ancelotti, qui sont des gens que tous les joueurs apprécient par leur façon d'être. Par exemple, Villas-Boas est bien aimé par ses joueurs. On a vu comme les joueurs se sont mobilisés pour lui parce que il était proche des joueurs, mais à la fois il était intelligent, il les aidait beaucoup.
Il ressemblait à Bielsa dans son intelligence, mais était plus chaleureux que Bielsa. Donc ça joue. Alors que si tu es un mec qui va jouer la concurrence entre les uns et les autres, qui va diviser les vestiaires, qui va te provoquer sans cesse, ou t'insulter dans les médias, ou te baver dessus, ça, c'est pas évident, quoi. Donc, ça joue. La possibilité de développement comme joueur. Il y a des clubs comme Porto, comme Monaco récemment, qui se sont spécialisés dans le développement de carrière des jeunes joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, ils apprennent encore ça. Parfois, ils viennent d'ailleurs, d'Amérique du Sud ou d'autres pays, et ils progressent tellement. Tout le club est formé justement et basé pour développer des joueurs, les faire progresser. Il y avait aussi Leipzig, Salzbourg, par exemple, qui sont des filiales. Les joueurs commençaient à Salzbourg et après ils allaient à Leipzig pour aller jouer au haut niveau en Allemagne. C'est un club satellite, par exemple. Et c'est une stratégie. C'est-à-dire ils vont dire, ok, tu viens chez nous, on fait de toi pendant 2 ans une bête de concours, on donne la pratique, on donne du temps de jeu, et après dans 2 ans, on te revend et tu vas être une star, tu vas être capable d'avoir un gros contrat dans un très bon club. C'est aussi important pour un joueur. Marseille est un très bon tremplin, par exemple, pour ça, pour les jeunes stars issus de l'Hexagone. Par exemple, Thauvin, il était où? Il était à Bastia, puis après on l'a fait venir chez nous, et puis il est monté au-dessus. Il y avait des exemples comme Ribéry, je veux dire, Drogba, Valbuena, il y en a des tonnes de joueurs qui étaient très, très peu connus. Je veux dire, Ribéry, on l'a vu, il était à Metz, puis après à Galatasaray, si je ne m'abuse, ou Fenerbahçe, où il y avait un problème. Il est venu, puis il a explosé, il est allé en Coupe du Monde, puis après au Bayern. Et donc ça, c'est un truc, par exemple, pour les joueurs français ou les joueurs étrangers qui ont grandi en France. Ça, c'est un truc que l'OM est très fort. Et on peut proposer ça. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est rare que les joueurs ils restent pour toujours à Marseille. Et ça, il y a pas mal de joueurs qui rêvent que l'OM fasse d'eux des stars. Mais le truc, c'est que ça peut faire des stars ou ça peut te détruire si tu n'as pas la carrure. Et ça, il faut que les joueurs aient les épaules pour supporter la pression. Ça peut être parfois donner une seconde chance. On avait qu'il y a des joueurs qui sont parfois à la dérive ou qui ont fait des mauvais choix de carrière, et puis tu les engages chez toi, et puis c'est l'opportunité d'une autre carrière. Tu as eu les cas, par exemple, Gomis, il s'est perdu en Angleterre, il jouait très mal, quoi, et puis il est venu chez nous, et puis il a marqué 17 ou 18 buts dans la saison, s'est remis les idées en place. Malheureusement, il a fait un très mauvais choix, à mon avis, où il n'a pas voulu continuer, ce qui était une grosse erreur, à mon avis, parce qu'il aurait pu continuer 2-3 ans avec nous. Et puis je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait comme ça. Strootman espérait ça, mais ça ne marche pas pour l'instant. Tu as Luis Gustavo qui, il était du Bayern, donc il a joué dans des grands clubs, et il avait l'expérience, il a déjà tout joué, et on lui a donné, petite expérience comme ça, un petit défi, tranquille. Et il a fait 2 saisons qui lui ont fait beaucoup de bonheur. Il a fait une grande réussite, surtout la première année. La deuxième année, ils l'ont mal positionné, et puis il joue en défense, quoi, donc c'était pas son rôle. Mais voilà, ça peut être important, surtout pour les joueurs un peu plus âgés, quoi. Ça peut être une question de changement de vie, de championnat. Je veux dire, il y a des gens qui, comme je disais, Mandanda, il a passé toute sa carrière à Marseille. Il avait besoin de changer un petit peu, et c'est nécessaire, voilà, quoi. Il y a aussi proposer un meilleur milieu. Pour nous, Français, on se rend peut-être pas compte, parce que on est dans un pays quand même qui est assez privilégié pour certaines choses. Je vis à l'étranger, je dirais pas où, mais le niveau de vie n'est pas du tout le même qu'en France.
Il y a des gens, des joueurs qui viennent et qui voient la France comme un pays super développé et qui proposent des choses une qualité de vie très importante. Donc ça, par exemple, pour un Sud-Américain, un Africain, ça joue énormément. C'est quelque chose d'important. La qualité de vie aussi, effectivement, y en a qui... pour certains, ça n'a pas vraiment d'importance, mais pour d'autres, ça peut jouer beaucoup. Et puis, il y a aussi la question, justement, un autre pays ou une autre culture. Effectivement, ça peut être un défi. Je veux dire, moi, je vis à l'étranger, j'ai beaucoup de plaisir à y vivre, même si j'aime la France, mais vivre à l'étranger, c'est quelque chose de spécial. Et donc, les gens, quand ils viennent à l'étranger, il y en a, la France est attirante pour son pays en lui-même. Pas forcément pour son championnat, mais pour son pays, le pays en lui-même. Il est mieux que l'Allemagne, hein, je pense qu'il est plus touristique, il est plus joli, il est plus riche que l'Italie ou l'Espagne, hein. Mais voilà, quoi. C'est bon. Voilà. Alors, un truc très important, c'est une culture de club. Une identité de jeu, enfin une histoire. Ça, si tu vas à l'Ajax Amsterdam, tu vas au Bayern Munich, tu vas à Manchester, tu vas à Arsenal, à la Juve, Barcelone, même des clubs très spéciaux comme Porto, Real Sociedad, c'est des clubs qui ont une identité particulière et qui ont un style de jeu qui peuvent être très attirants. Et ça joue beaucoup. Je veux dire, jouer dans le système de Barcelone, je pense qu'il y a plein de joueurs qui en rêvent. Et c'est vraiment une source de motivation intéressante. Et c'est un truc que tu peux vendre à ton joueur, quoi. Nous, on a ça. On a la culture de Barcelone, on a la culture du Bayern, on a la culture italienne de la Juve. On est les champions d'Espagne, les champions d'Italie tous les ans. Voilà, c'est notre culture. C'est la culture de la gagne. Je dirais, tous les joueurs français qui y sont allés disent non, là-bas tu dois gagner tous les matchs. Et s'il y a une défaite, c'est un drame et c'est alarme générale. C'est une culture différente. Et aller dans la culture de la gagne, c'est important. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont très compétitifs, ils ont besoin de ça. Ils n'aiment pas la défaite. Alors qu'il y a des joueurs dans le championnat de France, et je pense ailleurs, qui se satisfaisent quand il y a une défaite. Ça, ils sont un peu gênés, mais ça ne va pas forcément les rendre heureux, quoi. Et puis, un projet, c'est important aussi, c'est un projet sportif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair. Si tu vends, par exemple, à un joueur, écoute, notre ambition, c'est de devenir européen tous les ans jouer soit la Coupe de l'UEFA, soit la Champions League, c'est une chose. On veut jouer le titre. Ou alors, pour d'autres joueurs plus anciens ou de second couteau, écoute, on veut jouer le maintien, on doit rester là, ou la montée si on est en Ligue 2, c'est notre but. Par exemple, ceux qui viennent de monter, pérenniser le club en Ligue 1. C'est notre objectif, on a besoin de toi pour y arriver pour les 2 ans. Il y a aussi des objectifs, des projets sportifs individuels, c'est-à-dire, il y a ça, quand il est arrivé, il disait, écoute, moi je veux, je veux que tu marques plus de 20 buts. C'est ton objectif que tu dois te fixer pour cette saison. Pour tel joueur, pour Payet, je veux que tu fasses tant de passes décisives et tant de buts. Pour Thauvin, tant de buts, etc. Que chaque personne ait des objectifs pour lui-même. Et par exemple, tel joueur veut pouvoir prétendre, ok, je veux que tu deviennes le fer de lance de notre attaque, je veux que tu deviennes le capitaine, que tu sois le leader de la défense. C'est des projets sportifs individuels. Et après, il y a des projets sportifs collectifs. Projet sportif, par exemple, on rigole beaucoup du Champions Project, l'OM Champions Project, mais c'est quoi ce truc-là? Ils ont dit quoi? C'est-à-dire que ce soit un club viable financièrement, qui soit toujours en haut du tableau, qui ambitionne d'être européen chaque année, et qui veut essayer de devenir assez grand pour devenir rivaliser avec le PSG.
Mais c'est pas un truc qu'on te dit, ok, moi je te gagne la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe dans les 2 ans. Hein. Je veux dire, Tapi, vous vous souvenez peut-être, il voulait, son objectif pour le club, c'était de gagner la Champions League. Et il voulait pas qu'on soit le meilleur club de France ou d'Europe pendant 20 ans. Lui, il voulait la gagner et vite. Il n'a pas dit qu'il voulait la gagner 5 fois de suite. C'est un autre objectif. Mais pour gagner la Coupe d'Europe, il a eu besoin de dominer le championnat de France, aller régulièrement très loin en Coupe d'Europe pour la gagner, quoi. Mais c'est son projet, quoi. Il l'a obtenu, puis après ça s'est cassé la gueule et malheureusement il a fait. S'il avait un projet de faire un club périn, peut-être il serait encore président. On aurait peut-être gagné un ou deux Coupes d'Europe et on serait toujours dominant. Mais malheureusement, il a voulu le faire vite. Et ça, moi je dirais que c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode. Alors, pourquoi un joueur peut refuser de venir dans un club? Alors, par exemple, la raison la plus simple, c'est qu'il a d'autres propositions qui peuvent être plus intéressantes. Ça, on peut rien y faire. Je veux dire, si tu as le Bayern ou la Juve qui te donne qui est en concurrence face à toi, ça va être difficile. Le salaire, par exemple, ne convient pas. Oui, ça malheureusement. Des fois, il y a des joueurs qui... Si tu lui donnes un salaire qui ne sent pas sa valeur, parce qu'il y a son orgueil aussi, hein, je veux dire, moi je vaux ça. Des fois c'est justifié, des fois non. Je veux dire, l'ego des joueurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, quand Ronaldo ou Ibrahimovic dit je suis le meilleur, il a de quoi... il peut frimer, quoi, parce qu'il a vraiment le talent et le palmarès. Je me souviens qu'il y avait Jordan Ayew, il pensait qu'il pouvait faire autant que Ronaldo. Et alors, quand tu as des joueurs, des petits joueurs qui ont l'ego de Ronaldo, mais qui ont le talent, excuse-moi, de Fiorenze ou quelque chose comme ça, c'est grave, quoi. Voilà, à ce moment-là, c'est un problème. La ville ne convient pas forcément à la personne, je veux dire. Il y avait Angel Di Maria, par exemple, il était à Madrid très heureux. À Manchester, il ne se plaisait pas, alors que c'est un très grand club. Et il pouvait bien jouer, mais sa femme et lui n'aimaient pas Manchester. Il était malheureux. Ça arrive. Il peut ne pas aimer votre club du tout. Je veux dire, il peut avoir pour des raisons diverses. Hein, je veux dire, il peut être opposé, il peut être fanatique plutôt d'un autre club et avoir une vision très négative de votre club. Hein. Et puis, il peut estimer que votre club n'est pas stable, n'est pas un environnement positif. Je veux dire, nous, comme supporters, on a malheureusement un rôle une réputation qui dessert un peu, je pense, les intérêts de Marseille, parce que ils savent, d'une part, qu'ils peuvent se faire braquer. Je suis désolé, mais effectivement, il y a eu des histoires de cambriolage à Marseille. Ça arrive à d'autres endroits, mais à Marseille, il y en a eu pas mal. Il y a eu des cassages, je veux dire, à l'époque de Pires, Laurent Blanc et Dugarry. Je veux dire, ils se sont barrés parce qu'ils se sont fait caillasser les voitures, quoi. Et à un moment où ça allait mal, quoi. Et puis la pression, quand ça va mal, le Vélodrome, il gueule très fort, quoi. Donc ça peut être un truc négatif et ça peut faire peur. Je veux dire, les gens, tu vois, en Angleterre, les supporters ne sont pas comme ça. Parce que c'est très cher d'y aller là-bas au stade. Et le hooliganisme ou la violence est interdite. Donc pour eux, jouer en Angleterre, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus intéressant que jouer dans un club parfois très passionné. Mais quand ça se passe mal, ça va se passer très mal. Alors donc ça, il ne faut pas le négliger. Il y en a qui n'ont pas envie de ça, quoi. Je regardais, par exemple, je suis allé à Barcelone, je regardais un match au Camp Nou. Effectivement, c'est des socios, t'as une ambiance gentille, mais c'est pas du tout l'ambiance de feu qu'on a à Marseille. Je veux dire, les gens ils sautent pas, ils crient pas. Je veux dire, si tu cries, tu regardes, tu fermes ta gueule, quoi. Ça peut jouer, quoi. Il peut avoir des inquiétudes de ses capacités à réussir dans cet environnement précis ou dans le club. Et je pense que il faut respecter ce genre de crainte.
Celui qui ne craint pas du tout, qui est trop sûr de lui, c'est aussi dangereux, quoi. Mais effectivement, ouais, il y en a qui disent bon, je suis un bon joueur de club de milieu, mais aller à Marseille, peut-être, j'ai pas la carrure. Voilà. Si c'est un très bon joueur, alors s'il estime que le club est moyen, il serait peut-être pas tenté de faire une régression sportive. Je veux dire, des super top joueurs, ils vont pas venir dans un club qui n'est pas en Champions League tout le temps. Ils vont pas jouer dans un club qui joue pas le titre chaque année. Le problème actuellement pour Marseille, pour avoir des top joueurs, il faut que les joueurs soient peuvent gagner des titres. Et tant qu'il y a un tel écart entre PSG et les autres, ça va être difficile d'avoir des top joueurs. Parce que tous les top joueurs, les super top joueurs sont à Paris. Et donc pour les obtenir, ça va être difficile. C'est difficile. Et donc ça peut être une humiliation pour un joueur d'aller dans un club, tu vois, tu sors de Chelsea, de Manchester City, puis après, même si c'est pas une insulte, hein, je viens de venir à Marseille, mais pour un mec qui vient de gagner la Ligue des Champions, et puis il n'aurait peut-être pas envie de venir à Marseille, je suis désolé. Voilà. Donc il faut plutôt des joueurs qui ont encore pas gagné autant que ça. Ça, tu peux les faire venir, Alors, soit tu fais venir ton club à un niveau de performance qui va intéresser les grands joueurs, mais ça, il faut le faire, c'est le travail. Soit tu prends des mecs qui doivent se prouver autant que vous. C'est un deal. Moi, je te fais monter, mais toi, tu nous fais monter. Voilà. Il peut y avoir une grosse inquiétude si vos structures, votre encadrement est trop amateur. C'est-à-dire que, effectivement, les centres d'entraînement, les conditions d'entraînement, les stades, ça joue un rôle. Ça joue un rôle, et les grands pros, je veux dire, Ronaldo, lui, il regarde quelles sont les conditions pour s'entraîner, et est-ce qu'on peut s'entraîner mais au top, ou alors si t'as une salle de sport ou de muscu où il y a 3 haltères et c'est tout, les mecs ils vont dire non, je veux pas là. Je veux dire, moi, quand les grands metteurs en scène, et si je dis venez dans mon théâtre et que t'as 2 projecteurs, t'as une scène qui est toute petite, t'as des acteurs qui savent pas jouer, ils disent non, merci, je veux pas venir. Non, je joue pas dans des conditions comme ça. Je travaille pas comme ça. Et un acteur, c'est pareil, je veux dire, si tu le fais jouer avec 3 amateurs, avec un costume minable, et puis tu dis non, merci. Même si tu proposes des milliards, non, je veux pas m'humilier, je veux pas me foutre la honte. Non, je suis un pro, je vais pas aller dans une compagnie amateur, quoi. C'est la même chose dans le football. Le problème peut être le niveau de l'équipe. Si l'équipe est faible, le joueur, s'il doit tirer tout derrière lui et qu'il n'y a pas de soutien, ça va le démoraliser, quoi. Et il va être contre-productif, et il va se dire non, il va provoquer des conflits sans arrêt, et c'est pas la peine, quoi. Il faut pas. Il faut comprendre à quel niveau on est, et qu'est-ce que le joueur attend de l'équipe dans laquelle il va jouer, quoi. Si, il peut être la star, mais si c'est un imbécile qui veut juste être la star, mais qui veut pas gagner, mais qui veut juste être la star et dominer un peu les autres, vous pouvez le prendre. Mais ça va pas vous faire gagner, sans doute. Alors, une grosse inquiétude, c'est si votre direction et votre management est toxique ou instable. Là, actuellement, on a plutôt une direction qui est stable et plutôt pas toxique. Parce que l'OM, jusqu'avant, c'était... je veux dire, Bielsa s'est barré parce que l'environnement était toxique. Les directeurs et les directeurs sportifs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils déconnaient à plein de yeux. Je veux dire, il y avait des intrigues sans arrêt, c'était un peu n'importe quoi. Et là, ça va mieux. Je veux dire, je l'ai dit avant, si Bielsa venait là maintenant, je pense qu'il resterait plus d'1 an, quoi. Il pourrait faire 2-3 ans bien. C'est pareil pour les joueurs. Je veux dire, si ça se passe mal, les mecs, ils veulent se barrer, quoi. Ils n'ont pas envie d'être dans une guerre, parce que tu peux être pris entre... comment dire ? Si t'as un entraîneur qui te choisit, avec qui ça se passe bien, mais que l'entraîneur ne s'entend pas avec ton directeur,
et qu'au bout de 6 mois ou 1 an, il se bat, puis après que le suivant dure 1 an, c'est épouvantable. C'est pas bien. Il y a des clubs qui sont une institution. Je veux dire, t'as le Barça. Le Barça, t'as un système de jeu. Le système de jeu, les entraîneurs changent, mais l'école barcelonaise reste. Pareil, bon, Dortmund, c'est un peu resté la même ces 10 dernières années. Je veux dire, il y a eu Klopp, il y a eu Tuchel, il y a eu Favre. Les entraîneurs ont des différences, mais c'est un style de jeu qui reste un peu le même. L'Ajax d'Amsterdam, ça reste depuis 30 ans, depuis 50 ans, un style, une école. Pareil pour Porto, les 10-15 dernières années, c'est une école spéciale, quoi. Si t'as pas ça, si une année, je me souviens à Marseille, il y avait la première année de Elibo. On a joué du défensif, on était les rois du 1-0. Et on est allé, je veux dire, on a fini deuxième, par miracle, je veux dire. Et l'année d'après, c'était un style de jeu complètement différent, qui était sur l'offensif, mais qui était très instable et qui n'a pas marché de suite. Beau, pas comme ça, il s'est fait virer au bout de 6 mois parce que les résultats étaient en dents de scie. Il y a eu des beaux matchs, puis beaucoup d'échecs. Donc ça joue un rôle. Si le mec, c'est un problème qui va avoir lieu avec Villas-Boas, c'est que il est là pour 1 an. Après, ce sera qui? Et ça peut nous freiner. Ça peut freiner des signatures. Alors, si le style de jeu du club ne te convient pas du tout, je veux dire, si tu joues du Catenaccio, si tu joues à la toulousaine, comme il y a une époque, ou si tu joues le contre et que tu es attaquant, tu as besoin de toucher beaucoup de ballons, tu as besoin de soutien autour de toi et que tu es en pointe, on te balance des longs ballons et tu te démerdes, les joueurs ils vont dire non, bon, j'ai pas envie de ça, quoi. Ça me plaît pas. Voilà. Donc c'est important aussi. S'il ne comprend pas les objectifs, c'est-à-dire que si tu baratines, tu lui dis plein de trucs, mais ok, on va où, pourquoi tu me recrutes? Et puis, s'il est certain de pouvoir vous aider? Parce que peut-être que tu lui mets des objectifs que il faut que tu sois le sauveur, tu sauves tout, quoi. C'est pas si simple, quoi. Il y a le risque qu'ils ne se sentent pas désirés par l'entraîneur. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans un club et que l'entraîneur ne veut pas de toi. C'est ce que Griezmann vit actuellement. Je veux dire, l'entraîneur, il ne veut pas de lui, quoi. C'est clair, il ne veut pas de lui et il fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut pour le mettre dans des mauvaises conditions. Et après, ensuite, la concurrence trop forte. Il y a des mecs qui sont tête brûlée et qui comprennent pas. Par exemple, Griezmann, même lui qui est à ce niveau-là et qui va au Barça, où il y a Suarez, où il y a Messi et Dembélé même, et d'autres, et trouver sa place dans une équipe comme ça, c'est costaud, hein, c'est dur. Et si tu as l'ego et tu veux percer, tu peux essayer, mais c'est risqué. En concurrence, c'est risqué. Et puis, il y a les vestiaires toxiques. Tu as les vestiaires aussi où il y avait, comme on racontait, c'était l'équipe de France des années 90 qui était fragmentée entre les Parisiens et les Marseillais. On racontait ça, mais il y a plein de vestiaires où il y a un alpha et qui dirige tout. Et puis, tu as des clans. Il y a le clan des Brésiliens. Par exemple, au PSG, il y a le clan des Brésiliens. Et puis, il y a soit les Français ou maintenant les Allemands, si j'ai bien compris. Ça joue aussi. Ça peut être insupportable. Je veux dire, ça peut être très bien, ça peut être insupportable. Il y en a que ça peut déplaire totalement. Et puis, l'entourage médiatique. Quand tu viens à Marseille, t'es moins relax de ce point de vue-là, parce que tu as tous les médias nationaux, puis locaux, qui vont soit te glorifier, soit te descendre plus vite que si tu étais à Lorient, tu vois. Lorient, t'es tranquille, personne va te faire chier. Bordeaux, bon, un petit peu, mais Montpellier, les gens vont pas t'embêter, quoi, Montpellier. Donc, voilà, c'est toutes les choses qui jouent dans la psychologie pour qu'un transfert puisse se réussir.
Et pour que on puisse faire attirer des gens, faut qu'on se mette en tête que ces paramètres jouent. Ces paramètres jouent. Et je vous dirais, je pense qu'il y en a encore d'autres qui jouent encore plus. Je veux dire, je vais pas parler des agents, des conseillers. Je veux dire, ça c'est encore une peste. Moi je parlais juste des joueurs, là, hein, des joueurs et de leur volonté propre. Mais après, ce que les agents, les conseillers peuvent dire, alors ça c'est encore un gros problème. Je vais pas le dire parce que je suis pas assez spécialiste de ça, mais bon, dès qu'il y a des parasites en général, les parasites ils ont toujours une même fonction, c'est toujours sucer dans leur propre intérêt. Sucer le sang ou l'argent de la bête et se nourrir sur son dos. Bon, moi j'espère que le mercato et alors par exemple un effet, bon, je parlais dans une autre vidéo du mercato, ce qui est important c'est il y a des experts en recrutement qui font des vrais boulots, des chasseurs de tête, on appelle ça dans la profession, qui recrutent, qui cherchent et qui font passer des profils psychologiques, qui font des entretiens, vraiment des discussions, des négociations très sérieuses pour comprendre est-ce que ça vaut le coup de prendre ce mec-là. Et j'ai l'impression qu'il y a parfois des scouts. Je vous conseille de regarder le film, comment il s'appelle, Moneyball, c'est en anglais, c'est le film avec Brad Pitt sur le baseball et sur le manager de baseball. Et je pense qu'il y a une espèce d'amateurisme dans la recherche et l'évaluation des joueurs, leur capacité leur valeur réelle. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont surévalués. J'en reparlerai peut-être une autre fois, mais par exemple, quand je vois que Martial a été vendu pour presque 90 millions d'euros, mais c'est un délire, ça. Je veux dire, Monaco est très bon pour vendre des joueurs, mais les mecs qui mettent des sommes pareilles pour un joueur qui a 22 ans, il a fait 2 saisons bien à Monaco, puis après, c'est pas Manchester, c'est la galère, mais il était même pas champion du monde, il était même pas dans l'équipe qui était l'équipe de champion du monde. Peut-être je me gourre, mais je crois pas. Ça rime à quoi de mettre autant d'argent comme ça, c'est du délire. Moi je me souviens que cette somme-là, c'était la somme qu'avait versé le Real Madrid à la Juve pour Zidane. Pour Zidane, qui était champion du monde, champion d'Europe, Ballon d'Or, plusieurs fois nominé Ballon d'Or, qui était le meilleur joueur. Pour Zidane, ça justifie. Après, pour Ronaldo, c'était pareil, 100 millions. Mais, et là, tu as des joueurs, je veux dire, Dembélé, c'est qui Dembélé, je veux dire quand tu as 6 ou 8 saisons et que tu es toujours au niveau, que tu as gagné des titres, je comprends que tu mettes 100 millions, mais là, c'est délirant, quoi. Et surtout, les clubs, ils achètent, ils font de la spéculation. J'ai l'impression qu'il y a des fois, d'une part, qu'il y a des clubs et puis après des supporters qui croient que acheter les joueurs, c'est comme un football manager. On achète 100 millions et ça va nous rapporter telle quantité de buts, mais c'est pas vrai, ça marche pas. Les mecs ne font pas attention comment ça va se passer avec les autres personnes. Et j'ai l'impression que il y avait un mec qui disait que Valbuena était un casseur de vestiaire. Alors ça, j'en sais rien, je sais pas, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des gens, des personnalités, des joueurs qui peuvent être clivants, qui peuvent avoir un comportement qui peut énerver. Je veux dire, Zlatan, quand il jouait, si je ne m'abuse, en Suède, à Malmö, le vestiaire le détestait. Parce qu'il jouait d'une telle manière qu'il faisait des jongles, des dribbles que les autres estimaient que c'était pas nécessaire. Et puis quand il est parti à l'Ajax, les mecs étaient contents, hein. Ils ont même fait une pétition pour le virer, quoi. Ils ont fait une pétition pour qu'il arrête de jouer. C'est quand même violent. Après, je veux dire, après c'est lui qui dictait la loi, mais à un moment donné, c'était le paria, quoi.
Et il y a des vestiaires qui peuvent retourner sur un joueur et se retourner sur un entraîneur parce qu'ils veulent non, non, si tu le fais jouer lui, non, non, nous on joue plus, on ne se soutient plus. Et il y a aussi des joueurs effectivement qui peuvent saboter des matchs, qui peuvent saboter des saisons, ou lâcher l'entraîneur, ou lâcher une autre partie du groupe et dire non, non, c'est fini. Ça arrive aussi. Et j'ai l'impression que les recruteurs, ils sont un petit peu pressés d'acheter comme des actions. On dirait. Il y en a qui achètent pas des joueurs, pas des gens, mais des espèces de l'immobilier, quoi. Mais l'immobilier, c'est pas, il n'a pas de sentiment, l'immeuble, l'appartement que tu achètes. Il va pas se comporter bizarrement, non, alors que c'est des gens qu'on achète. Et cet aspect-là, les gens n'en parlent pas, quoi. Ils ne prennent pas en compte, j'ai l'impression.